Il était une fois, dans une contrée paisible d'Anugu, vivait une jeune femme nommée China. Elle n'était pas de celles qui cherchent à attirer l'attention par le bruit ou l'extravagance, elle était une âme que l'on admirait en silence. Sa bonté, son calme et la sérénité qui émanaient d'elle lui conféraient une aura de dignité naturelle. China était institutrice dans une école primaire voisine. Chaque matin, avec une grâce discrète, elle nouait son foulard, préparait ses notes de cours et se rendait en classe, un doux sourire aux lèvres. Les enfants l'adoraient, et les parents eux-mêmes la saluaient avec un profond respect. Dénuée de tout artifice, sa beauté était de celles qui ne s'éteignent pas avec la lumière, une beauté intérieure qui irradiait. China nourrissait un rêve simple, unique, épouser l'homme qu'elle aimait et bâtir un foyer tranquille et heureux. Pas de grandeur, juste une petite maison fleurie, des rires d'enfants dans le jardin et la chaleur des soirées partagées. Pendant longtemps, ce rêve sembla sur le point de se réaliser. L'homme de sa vie s'appelait Ibuka. Grand, le teint clair, Ibuka était un homme d'une confiance en soi presque magnétique. Agent immobilier, il avait des opinions bien arrêtées et un rire qui emplissait une pièce entière. Sa simple présence suffisait à capter l'attention. Vêtu d'impeccable tunique blanche et toujours nimbé d'un parfum coûteux, il lui disait souvent « J'ai dû faire quelque chose de bien pour que Dieu te mette sur mon chemin ». Ensemble, ils formaient un couple parfait, une évidence pour tous. Ils vont ensemble comme le riz et le ragoût, avait un jour lancé une amie. À l'église même, on les surnommait « le couple qui donne envie de se marier ». Dans leur sillage gravitait toujours Amara, la jeune sœur de China. Amara était son exact opposé, extravertie, espiègle, toujours à la pointe de la mode et son téléphone greffé à la main. Pourtant, une profonde complicité les unissait, comme des jumelles nées à 2 ans d'intervalle. « Ton homme est un vrai canon », plaisantait souvent Amara. « Si tu ne te dépêches pas de l'épouser, je pourrais bien te le voler. » China en riait, sans se douter de la cruelle vérité que recelait cette boutade. Tout bascula le jour de la demande en mariage. La scène se déroula dans un restaurant chic, aux tables ornées de chandeliers et au son d'un violon mélancolique. China, peu habituée à un tel luxe, était nerveuse et touchait à peine à son assiette. Ibuka, lui, ne cessait de sourire. Puis, devant tous les convives, il s'agenouilla, sortit un petit écrin d'argent qu'il ouvrit lentement et demanda « China, veux-tu m'épouser ?» Le souffle coupé, China porta la main à sa bouche, des larmes de joie emplissant ses yeux. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Le restaurant tout entier applaudit. Amara, qui filmait secrètement la scène, poussa un cri de joie et la serra dans ses bras. Le lendemain, l'événement inondait Instagram. Les appels d'amis et les félicitations des voisins firent sonner son téléphone sans interruption. Cette nuit-là, une fois le tumulte apaisé, China resta seule dans sa chambre, contemplant la bague. Elle était magnifique, un anneau d'or surmonté d'un minuscule diamant étincelant. « Je vais me marier », murmura-t-elle, observant la pierre danser à la lumière. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Sa mère pleura de joie en découvrant le faire-part. « Ma première fille, enfin », dit-elle en lui serrant les mains. La salle fut réservée, le traiteur choisi, les robes des demoiselles d'honneur commandées, et Amara désignée comme témoin principal. Tout s'enchaînait à une vitesse folle. Un soir, alors que China et son amie Effa finalisaient la liste des invités, Ibuka entra. « Mon amour, tu as maigri », dit-il en lui embrassant le front. « J'ai été très occupée », sourit China. « Tu en fais trop. Je ne veux pas que ma future femme s'évanouisse le jour J, la taquina-t-il. « Alors tu devrais m'aider davantage », rétorqua-t-elle en riant. Il lui prit les mains. « Après le mariage, tu ne lèveras plus le petit doigt. Je te chérirai chaque jour. » Amara fit son entrée, un petit plat à la main. « J'ai apporté du riz jollof. Que personne ne dise que je ne prends pas soin de vous. » Ibuka se leva. « Amara, tu sais donc préparer le jollof ? S'il te plaît, je suis meilleure que China depuis que j'ai 10 ans, répondit-elle en levant les yeux au ciel. Ils éclatèrent tous de rire. C'était une soirée chaleureuse, de celles qui font croire que la vie est parfaite. Mais sous cette apparente perfection se cachait une ombre, une menace sournoise et tranchante qui se rapprochait inexorablement. Plus tard cette nuit-là, China, de nouveau seule, regarda son reflet dans le miroir, la bague toujours à son doigt. « Mon Dieu, murmura-t-elle, faites que ce soit réel. Faites qu'il m'aime vraiment. Que ce ne soit pas une erreur. » Le silence de la chambre ne fut troublé que par le doux ronronnement du ventilateur au plafond. Le lendemain, China se rendit au marché avec Amara. Elle déambulait entre les étals de tissus colorés. « Celui-ci est trop terne », décréta Amara en reposant un tissu doré. « Il est classique », répondit China.
Il est démodé, rétorqua Amara en riant. Tu n'épouses pas un chef de 70 ans. Leur chamaillerie joyeuse amusait les vendeuses. C'est la fièvre du mariage, lança Amara avec un clin d'œil. Sheena sourit, mais une sensation étrange, un avertissement silencieux, s'insinua dans sa poitrine. De retour à la maison, elle demanda à sa sœur, « Tu penses qu'Ibuka m'aime vraiment ?» Amara se figea une seconde, puis éclata d'un rire trop fort. « Quelle question ! Repose-toi. Tu as attrapé un gros poisson, alors tiens-le bien. » Sheena hocha la tête, mais le malaise persistait. Les jours passaient, le mariage approchait. Un soir, un détail infime vint tout bouleverser. Ibuka était venu chercher Sheena pour leur cours de préparation au mariage. Il attendait dehors, consultant son téléphone. Amara se précipita avant sa sœur, un châle à la main. « Prends ça, » dit-elle à Ibuka. « Il fait froid. Ne laisse pas ton beau corps attraper la grippe. » Lorsque Sheena sortit, elle surprit quelque chose d'étrange dans le regard d'Ibuka posé sur Amara. Ce ne fut qu'un éclair, une fraction de seconde, mais elle le vit et ne l'oublia jamais. Cette nuit-là, l'image de ce regard la hanta. Ce n'était pas un sourire amical. C'était autre chose. « J'imagine des choses », se dit-elle pour se rassurer. Mais le doute s'était installé. Elle choisit de se taire, de ne pas gâcher la fête qui se préparait. Elle avait trop attendu pour laisser la peur détruire sa joie. Le soleil se leva doucement sur Enugu. Il restait 14 jours avant le mariage. Tout était prêt, mais Sheena ne se sentait plus comme une future mariée. Elle se sentait comme quelqu'un qui attendait une catastrophe imminente. En sortant de la salle de bain, elle entendit Amara rire dans le salon. « Salut mon chou. Ne je te manque pas trop ?» disait-elle au téléphone, la voix enjôleuse. La porte de la chambre d'Amara était entr'ouverte. Sa sœur était allongée sur son lit, son iPhone rose à la main. « Non, elle est encore à l'intérieur, » gloussa-t-elle. « Détends-toi, je viendrai plus tard. » Sheena recula doucement. Cette voix douce et aguicheuse, Amara ne l'utilisait que pour flirter. Un nœud se forma dans son estomac. Plus tard, Sheena chercha son téléphone pour appeler le décorateur. « Amara, je peux utiliser ton téléphone ? Je ne trouve pas le mien. »« Bien sûr, il est sur mon lit, » répondit sa sœur depuis le jardin. Sheena entra dans la chambre d'Amara. L'iPhone rose était là, déverrouillé. Au moment où elle le prit, une notification de message apparut. C'était Ibuka. Le message disait « Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Ta bouche me manque. » Sa main se mit à trembler. Elle ouvrit la conversation. C'était bien lui, son nom complet, sa photo de profil, son numéro. L'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Sheena laissa tomber le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Le cœur battant à tout rompre, elle le reprit et fit défiler les messages, qui remontaient à des semaines. Des messages romantiques, d'autres troublants, tous preuves irréfutables de leur liaison. Des photos, des vidéos, des notes vocales. Et ce texte, datant de quelques jours, « Chérie, après le mariage, on trouvera un moyen. C'est toi que je veux. » Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. « Comment ? Pourquoi ?» Avec Amara, sa propre sœur. Prise d'un réflexe, elle transféra les messages et les captures d'écran sur son propre téléphone, puis reposa l'iPhone à sa place et quitta la pièce. Amara rentra quelques minutes plus tard. « Tu as appelé le décorateur ?» Sheena hocha la tête sans la regarder. « Oui, merci. » Cette nuit-là, Sheena ne dormit pas. Elle resta assise dans le noir, le téléphone serré contre sa poitrine comme une arme. Elle revoyait les captures d'écran, Amara en serviette rouge, souriant à l'objectif. Ibuka écrivant « Laisse-la tomber. Elle est trop ennuyeuse pour toi. » Amara répondant « Elle pleurera, mais elle s'en remettra. C'est moi qui te rends heureux. » Comment en était-elle arrivée là? Elle qui partageait le même matelas, les mêmes secrets d'enfance. Et Ibuka, l'homme qui priait avec elle, qui l'avait demandé en mariage en public. Il lui mentait depuis le début. Le lendemain matin, Sheena se regarda dans le miroir. Elle retira lentement sa bague de fiançailles et la posa sur la table. Plus tard, Ibuka appela. « Salut mon amour. Comment vas-tu ce matin ?»« Je vais bien, » répondit-elle, s'efforçant de paraître normale. « Je peux t'inviter à sortir ce soir ? Juste nous deux. »« D'accord, » accepta-t-elle. Elle avait besoin de le voir, de le regarder dans les yeux pour voir s'il lui mentirait encore. Au restaurant, il lui prit la main. « Dans 2 semaines, tu seras ma femme. » Je n'arrive toujours pas à y croire. Sheena le dévisagea. « Et toi,
Comment te sens-tu vraiment à propos du mariage? Demanda-t-elle doucement. Je suis heureux. Tu ne le es pas? Pas de doute, pas de regret? Insista-t-elle. Il se pencha vers elle. Pourquoi me demandes-tu cela? Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Chaque mot était un coup de poignard. Il mentait avec une facilité déconcertante. Sur le chemin du retour, il lui dit « Je t'aime ». Elle hocha la tête et rentra sans lui répondre. Dans sa chambre, elle s'effondra et pleura jusqu'à ce que sa gorge la brûle. Au milieu de la douleur, une nouvelle pensée émergea. Pas la peine, pas les larmes, mais un plan. Si elle les exposait maintenant, on la traiterait d'hystérique. Mais si elle attendait, si elle jouait son rôle jusqu'au bout, et qu'elle révélait tout lorsque le monde entier aurait les yeux rivés sur eux. Ce serait la vraie vengeance. Son visage se calma. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus une faiblesse. Elle était devenue son arme. Elle ouvrit l'album de capture d'écran sur son téléphone et le renomma « cadeau de mariage ». Pour la première fois depuis des jours, elle sourit. 10 jours avant le mariage. Chaque sourire, chaque étreinte faisait partie de son plan. Un matin, Ibuka lui envoya un message « Bonjour mon amour. Je pars pour Onitsha pour une réunion rapide. Je serai de retour ce soir. » Elle répondit simplement « Bon voyage. » Plus tard, Amara entra dans sa chambre, rayonnante. « Ton mari m'a envoyé de l'argent pour l'essence. Il veut que je sois resplendissante pour le mariage. » Shina sourit à peine. « Assure-toi de bien le représenter. » Le soir, la maison était pleine de parents venus pour la fête. Vers 20h, son téléphone sonna. C'était un ami, Kelechi. Sa voix tremblait. « Shina, es-tu à la maison? »« Oui, pourquoi ?» Il marqua une pause. « Ibuka a eu un accident. » Le monde de Shina s'arrêta. « Que as-tu dit ?» Sur le chemin du retour, un camion a perdu le contrôle. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital général d'Anugu. Elle laissa tomber le téléphone et courut dehors, élant un taxi. À l'hôpital, l'air était glacial. Kelechi l'attendait près des urgences, sa chemise tachée de sang. « Il est vivant », murmura-t-il, mais les médecins disent qu'il ne marchera peut-être plus jamais. Le cœur de Shina cessa de battre. Elle regarda à travers la porte. Ibuka était sur un lit, le visage enflé, un bras dans le plâtre, les jambes bandées. Il semblait si fragile. Quand il la vit, des larmes emplirent ses yeux. « Shina » murmura-t-il. Elle s'approcha et lui prit la main. « Je suis là. Je suis désolé, dit-il. Tellement désolé. Désolé pour l'accident, ou pour la trahison. Pensa-t-elle. Amara arriva plus tard, hurlant comme une veuve éplorée. Shina l'observa, sans colère ni jalousie. Juste une immense lassitude. Le lendemain, le médecin confirma leur crainte, une grave lésion de la colonne vertébrale. Il ne marchera plus. Ibuka s'effondra en larmes. Sa mère poussa un cri de désespoir. Shina resta figée. Puis, elle s'approcha de lui, s'agenouilla et lui prit la main. « Je suis toujours là. » Il la regarda avec des yeux brisés. « Pourquoi ? Je ne te mérite pas. J'ai fait une promesse, dit-elle. Et je ne vais nulle part. » Mais en son fort intérieur, une guerre faisait rage. Était-ce de la pitié? De la vengeance? De l'amour? Tout était confus. Mais une chose était claire, elle ne partirait pas. Pas encore. 6 jours avant la date prévue, Ibuka la supplia de ne pas annuler. « Je ne peux pas te perdre aussi, dit-il. »« Tu ne me perdras pas, répondit-elle doucement. » Mais elle n'était plus un ange. Elle était une femme trahie, sur le point de révéler au monde le vrai visage d'Ibuka. Elle irait jusqu'au bout. Elle marcherait jusqu'à l'autel dans sa robe blanche. Elle se tiendrait à ses côtés. Et au moment opportun, elle les détruirait tous les deux. Non pas avec la colère, mais avec la vérité. Une vérité qui résonnerait pour toujours. 3 jours avant le mariage. La cour de la maison familiale bourdonnait d'activité. Les gens la qualifiaient d'ange, de femme en or, pour être restée auprès de son fiancé infirme. L'église avait même publié sa photo sur Facebook avec la légende « Quand l'amour triomphe des épreuves ». Son visage était partout, mais à l'intérieur, une force plus sombre grandissait. Amara entra dans sa chambre, arborant une nouvelle perruque. « Tu aimes ?» Ibuka a dit que ça m'allait bien. Shina se figea. « Il a dit ça ? » ?»« Oui, » rit Amara. Même depuis son fauteuil roulant, il a encore l'œil. Shina ne dit rien. Chaque mot, chaque mensonge d'Amara alimentait sa détermination. Le soir,
La mère d'Ibuka lui rendit visite et pria pour elle. « Tu n'es pas seulement une épouse, tu es la miséricorde incarnée, » lui dit-elle. « Dieu te récompensera. »« Oui, il le fera, » répondit Shina. Plus tard, elle alla voir Ibuka. « Je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance, » lui dit-il. Il ne confessa jamais rien. Il ne prononça jamais le nom d'Amara. En retournant dans sa chambre, elle sortit son téléphone et visionna à nouveau une des vidéos. Ibuka et Amara, riant, complices, avec ce message, « Ce n'est que pour un temps. Je te choisirai toujours, Amara. » Le jour du mariage traditionnel arriva. Tout semblait parfait. Shina joua son rôle avec un calme glacial. Amara dansait, riait, ignorant le drame qui se préparait. Cette nuit-là, Shina prépara sa dernière arme. Elle connecta son téléphone à son ordinateur, ouvrit le dossier « Cadeau de mariage », sélectionna tous les fichiers et créa un diaporama. « Demain, » murmura-t-elle, « ils vous verront tous. » Le matin du mariage se leva, calme et frais. Dans sa chambre, Shina était une statue de sérénité au milieu de l'agitation. Le diaporama était sur une clé USB, cachée dans une poche secrète de sa robe. Sa mère entra, les larmes aux yeux. « Tu ressembles à un ange. » Shina la remercia, le cœur lourd. Amara entra à son tour, vêtue d'une robe rose scintillante. « Faisons de toi la plus belle mariée que ce village ait jamais vue. » Shina la regarda profondément. « Je suis prête, » dit-elle. À l'église, Ibuka attendait à l'autel, dans son fauteuil roulant. Quand les portes s'ouvrirent, un souffle d'admiration parcourut l'assemblée. Shina s'avança, majestueuse. Elle rejoignit Ibuka. « Merci, » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Le prêtre commença son sermon, louant cet amour qui avait surmonté les épreuves. « Avant de commencer, » annonça-t-il, « la mariée souhaite dire quelques mots. » Shina s'avança et prit le micro. La salle devint silencieuse. Sa voix était douce mais ferme. « Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus. Ce jour est spécial, et j'ai un cadeau pour mon mari. » Un sourire se dessina sur les lèvres des invités. Elle se tourna vers l'équipe technique. « S'il vous plaît, lancez la vidéo. » L'écran du projecteur derrière l'autel s'illumina. Une douce mélodie de piano commença. Puis les images défilèrent. La première montrait Ibuka et Amara assis sur un lit. Un silence de mort s'abattit sur l'église. Puis un message, « J'ai hâte de te toucher à nouveau. » Elle n'a pas ce que tu as. D'autres photos, d'autres textes. Une vidéo, Ibuka torse nu, Amara en serviette, riant. Puis sa voix, elle pleurera, mais elle s'en remettra. Des cris éclatèrent. Les gens se levèrent. Amara bondit. « Arrêtez ça. Arrêtez. » Ibuka se cacha le visage dans les mains. Le prêtre recula, choqué. Tous les regards se tournèrent vers Amara. N'est-ce pas sa sœur? Mon Dieu. Shina resta calme. J'ai découvert cela il y a 2 semaines. Je me suis tue. Je voulais que la vérité se révèle d'elle-même. Et aujourd'hui, vous l'avez tous vu. Elle reposa le micro. Se tournant vers Ibuka, elle murmura, « Je t'ai aimé, mais tu m'as brisé. » Puis vers Amara, ma propre sœur. Elle retira lentement son voile, le tendit à une demoiselle d'honneur et se tourna une dernière fois vers la foule. « Je n'épouserai pas un homme qui m'a trahi. Je ne partagerai pas ma maison avec une femme qui m'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui n'est pas un mariage. C'est un enterrement. J'enterre chaque mensonge auquel j'ai jamais cru. » Puis, elle descendit de l'autel. Ses talons résonnaient dans l'église silencieuse. La foule s'écarta sur son passage. Elle franchit les portes et marcha sous le soleil éclatant. Sa robe blanche flottait derrière elle. Libre. L'église, autrefois un lieu de célébration, était devenue un champ de bataille de murmures et de regards accusateurs. À l'autel, Ibuka restait figée, la tête basse. L'écran du projecteur affichait toujours la dernière image, celle de sa trahison. Soudain, une voix s'éleva. « Amara, est-ce vrai ?» C'était leur mère. Amara, paralysée, ne répondit pas. Sa mère s'approcha. « Dis-le-moi maintenant. As-tu couché avec le fiancé de ta sœur ?» Le silence fut brisé par le son d'une gifle retentissante. L'église haleta. « Tu es une honte !» hurla sa mère. « Ta propre sœur. Ton propre sang. » La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. La vidéo de l'intervention de Shina, le diaporama, le scandale. Tout était déjà partagé sur les téléphones. Le titre était né, une mariée expose son fiancé infidèle et sa propre sœur à l'autel. Dehors,
China marchait d'un pas ferme, sans un regard en arrière. Elle est là un taxi. Conduisez-moi à la maison. En arrivant, la fête battait encore son plein dans la cour. Puis, un par un, les invités virent la vidéo. Les rires se turent, les assiettes tombèrent. Quand China entra, tous la dévisagèrent comme un fantôme. Elle traversa la foule sans un mot, monta dans sa chambre et ferma la porte à clé. Là, enfin, elle s'autorisa à pleurer. Des larmes lentes, lourdes, qui venaient non pas de ses yeux, mais de son âme. Pendant ce temps, les amis d'Ibuka l'aidèrent à monter dans une voiture. Il s'enferma chez lui, refusant de voir quiconque. Sa honte était trop grande à porter. Amara, elle, s'était enfuie de l'église et avait disparu. Son nom et son visage étaient partout sur Internet, synonymes de trahison. Le lendemain, sa mère entra dans sa chambre avec une bassine d'eau chaude. Sans un mot, elle nettoya doucement le visage de sa fille. « Je suis désolée, » murmura la mère. « Je ne savais pas. Je lui faisais confiance, » sanglota China. « Je lui ai tout donné. » L'après-midi, la mère d'Ibuka se présenta, les yeux rougis. « Ma fille, je suis venue m'excuser. Je l'ai mal éduquée. » Elle lui tendit un sac contenant la dot, la bague et une enveloppe d'argent. « Prends ceci, non pas comme une épouse, mais comme ma fille. » 3 jours s'étaient écoulés. Amara n'était toujours pas rentrée. La mère de China en informa sa fille. « Elle se cache, » répondit China froidement. « C'est ce que font les coupables. »« C'est toujours ta sœur, » insista sa mère. « Non, » rétorqua China. « Elle était ma sœur. Elle a fait son choix. » Dans un appartement de l'autre côté de la ville, Amara revoyait en boucle la vidéo de sa propre déchéance. « Ce n'était pas une erreur, » murmura-t-elle à son amie. « C'était de la méchanceté. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. » Un soir, le père d'Ibuka le trouva contemplant une photo de China. « Tu peux encore dire pardon du plus profond de ton cœur, » lui conseilla sa mère. Le lendemain, China se rendit à l'église. « Beaucoup disent que vous auriez dû pardonner, » lui dit le prêtre. « Si je l'avais épousé, » répondit-elle, « j'aurais épousé la souffrance. Je voulais que la vérité parle d'elle-même. » Et elle l'a fait, confirma le prêtre. « Maintenant, je veux juste la paix. » Peu après, Ibuka lui envoya une lettre. « Je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je dois le dire. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je ne demande pas ton amour, seulement ton pardon. » China lut la lettre et la rangea. Ce soir-là, son père la rejoignit sur la balançoire de leur enfance. « Je suis fier de toi, » lui dit-il. « Tu as montré au monde que le silence n'est pas une faiblesse. » Amara finit par rentrer. Elle dormit dehors, sur un banc, sans que personne ne lui demande de bouger. Le lendemain, elle commença à faire les tâches ménagères en silence, évitant le regard de tous. La douleur lui apprenait enfin l'humilité. 2 semaines après le mariage avorté, China s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie tomber. Amara était devenue une ombre dans la maison. Un matin, elle frappa doucement à la porte de China, lui tendant une enveloppe. « J'ai écrit quelque chose pour toi. » China attendit plusieurs heures avant de l'ouvrir. La lettre était un aveu poignant de jalousie et de remords. « Tu as toujours été la meilleure, » écrivait Amara. « Quand tu as tout découvert, je m'attendais à ce que tu cries. Mais tu as attendu. Et tu m'as offert quelque chose que je n'attendais pas, la honte. Pas par tes mots, mais par la vérité. Je suis désolée. Non pas parce que le monde m'a vue, mais parce que j'ai perdu la seule personne qui m'a toujours aimée. » Ce soir-là, China rejoignit Amara dans la cuisine. Sans un mot, elles se mirent à trier des haricots ensemble, en silence. « Merci, » murmura Amara. « Ne me remercie pas encore, » répondit China. Elle ne s'était pas réconciliée, mais pour la première fois, un pont était jeté par-dessus l'abîme. Peu après, China reçut une dernière lettre d'Ibuka, par l'intermédiaire d'un avocat, officialisant l'annulation et restituant la dot. « Tu étais la femme que je ne méritais pas. Que ton avenir soit brillant, » écrivait-il. Elle lut la lettre, puis la brûla. Quelques semaines plus tard, China partit pour Aoka. Elle s'inscrivit à un programme de guérison émotionnelle. Elle y rencontra d'autres femmes qui avaient survécu à la douleur. Un jour, une conseillère lui demanda « Que veux-tu maintenant ?»« Je veux une vie qui soit vraie, » répondit-elle. Sans secret, sans mensonge. Juste un amour vrai. À son retour, elle avait changé. Ses yeux ne reflétaient plus la peine, mais la sagesse. Amara avait lancé une petite entreprise de pâtisserie. Un soir, elle offrit à China un morceau de pain à la banane. « Est-ce que tu me détestes ?»
demanda Amara. Non. M'aimes-tu encore? China marqua une pause. Oui, mais cela prendra du temps. Des mois passèrent. China obtint une mutation dans une meilleure école. Elle emménagea dans un petit appartement qu'elle remplit de livres, de fleurs et de paix. Un samedi matin, au marché, un jeune homme poli l'aida à porter son panier. « Je m'appelle Obina », dit-il. « China », répondit-elle. Il sourit. Elle sourit aussi, non par attirance, mais parce que pour la première fois, elle ne ressentait plus de peur. Ce soir-là, elle écrivit une dernière lettre. Pas à son passé, mais à son avenir. « Cher avenir, je ne connais pas encore ton visage, ni tes mains, ni ton rire. Mais je t'attendrai. Car j'ai appris que le véritable amour ne se cache pas. Il ne ment pas. Il ne trahit pas. Et quand il arrive, il vient doucement, comme la pluie. Je ne suis plus brisée. Je suis en train de guérir. Et lorsque nous nous rencontrerons, je serai entière.